Donc bonjour mes chers élèves de troisième. Dans cette vidéo, on va faire la partie cours sur les énergies. Donc comme d'habitude, vous faites pause et vous copiez le cours à la fin de chaque diapo. Donc comme d'habitude, je sais toujours plus le numéro du chapitre, donc je vous laisse regarder dans votre cahier. Je vous laisse reposer, copier déjà le titre. Alors, les énergies. Dans un premier temps, on va définir et puis donner des exemples d'énergie. Donc la définition d'une énergie, c'est l'énergie d'un système, c'est la capacité de ce système à créer ou modifier un mouvement. Alors imaginons que par exemple, je vais avoir lancé une balle, je vais donc donner de l'énergie. Je vais arrêter une balle, je vais donc aussi modifier l'énergie, donc je vais utiliser l'énergie pour faire ça. Donc je vais pouvoir créer ou modifier un mouvement. Pareil, si je frappe, je fais une reprise de volée au foot, etc. Émettre, alors émettre, ça veut dire produire. Un rayonnement, alors les rayonnements, vous avez soit de la lumière, soit de la chaleur hein, qui peuvent être émises. Donc par exemple, une plaque électrique qui va chauffer, ça va donc utiliser de l'énergie qui va être transmise sous forme d'énergie électrique, énergie électrique qui va être transformée en énergie thermique. Changer un état, alors par exemple ça peut être je chauffe de l'eau qui passe de l'état liquide à vapeur, un glaçon qui fond, ça peut être aussi simplement je casse quelque chose, je crée quelque chose, tout ça, ça demande de l'énergie. L'unité d'une énergie, c'est toujours des joules, qu'on note grand J. Il existe d'autres unités d'énergie comme l'électronvolt, qui est par exemple utilisé en physique quantique ou physique nucléaire. Donc nous, on s'intéressera à chaque fois que à deux styles d'unités, les joules, et puis quand on fera une activité un peu plus tard, la semaine prochaine, sur l'électricité, la puissance électrique et l'énergie électrique, ça sera les kilowattheures. Ce que vos parents connaissent quand vous payez des factures d'électricité, on vous exprime votre consommation d'énergie en kilowattheures. On en y reviendra dans l'activité ultérieurement. Donc je vous laisse faire pause et copier. Alors les exemples d'énergie, là je vais donner une liste non exhaustive des différentes énergies qui existent. Donc l'énergie solaire, récupérer l'énergie du soleil, c'est aussi une énergie lumineuse. L'énergie chimique, par exemple une pile, une batterie. L'énergie mécanique, c'est ce qu'on a vu lors de l'activité. L'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur. L'énergie lumineuse d'une manière plus générale que le solaire. L'énergie électrique, l'énergie nucléaire, hop, pardon. Donc ça fait une petite liste. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, l'énergie mécanique. Donc là, on va s'intéresser jusqu'à la fin de ce cours à l'énergie mécanique un peu plus en détail. Donc la définition est définie par EM égale EC plus EP, avec EC qui est l'énergie cinétique et EP l'énergie de position. Alors elle est aussi appelée énergie potentielle de pesanteur. Nous, on gardera le nom énergie de position, mais il faut savoir qu'elle est donnée sous deux noms différents. Donc par définition, l'énergie mécanique, c'est EC plus EP. Je vous laisse faire poser copier. Alors, l'énergie cinétique, on a vu dans l'activité que c'était défini par 0,5 fois m fois v au carré. Donc, 0,5 c'est un chiffre, m c'est la masse qui doit être mise en kilogrammes, v c'est la vitesse qui est en mètres par seconde. On a vu dans l'activité que si on a des kilomètres par heure, on divise par 3,6 pour avoir la valeur en mètres par seconde. Ah, pardon, je vais trop vite à chaque fois. Donc je vous laisse faire poser copier. Donc en gros, l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un objet qui a une masse et une vitesse. Plus votre masse va être importante, plus votre énergie cinétique est importante. Par exemple, si je vous jette une boule de pétanque en plastique ou en métal, vous sentez bien la différence quand vous la recevez. C'est dû au fait que la boule de pétanque a une masse plus importante. De la même manière, si je la lance doucement ou très rapidement, ça ne fera pas le même effet. C'est lié au fait de la vitesse. On voit que par contre, l'évolution n'est pas proportionnelle à la vitesse, mais proportionnelle à la vitesse au carré. Ce qui fait qu'une augmentation de 2 fois la vitesse, si vous multipliez par 2 votre vitesse, votre énergie cinétique est 4 fois plus importante. Ce qui fait que, par exemple, en voiture, si vous avez un accident à 20 km/h ou à 40, les dégâts ne sont pas 2 fois plus importants, mais 4 fois plus importants. Parce que c'est au carré. Donc, je passe à la suite. Énergie de position, c'est EP égale M fois G fois H. M, c'est la masse, toujours en kilogrammes. G, c'est l'intensité de pesanteur de la planète, où se trouve l'objet. Donc, en général, on est sur Terre. Hein. Là, on avait une activité sur Mars, mais en général, on est sur Terre. C'est en newton par kilogramme.
Et il y a aussi h, la hauteur en mètres à laquelle se trouve l'objet. Alors on voit que là, il est important de définir votre hauteur par rapport à quoi. L'énergie de position, elle va dépendre de comment vous définissez votre point zéro. D'accord? Ça peut être le sol, ça peut être, regardez, l'énergie de position par rapport à, si vous êtes sur une montagne, par rapport au sol de la montagne. Donc, par exemple, si je suis à 4000 mètres d'altitude, je vais regarder l'énergie de position si j'ai envie de comparer par rapport au sol de la montagne. Donc, c'est important de définir quelle est l'altitude zéro de votre étude. Donc là, c'est une énergie de position qui dépend donc de la masse et de la hauteur. Donc plus vous êtes haut, plus vous avez une énergie de position, plus votre masse est importante, plus votre énergie de position est importante. C'est le même principe si je reprends la boule de pétanque. Si on fait tomber une boule de pétanque en plastique ou en métal de la même hauteur, on voit que la boule en métal fera plus de dégâts, donc elle a plus d'énergie. De la même manière, si je la laisse tomber de 10 mètres ou 100 mètres, les dégâts ne seront pas les mêmes. L'influence de G, l'intensité de pesanteur, ça joue dessus. Vous avez déjà vu dans les films de science-fiction, etc., que lorsqu'ils sont sur Terre ou sur certaines planètes, où la gravité est plus faible, les objets tombent plus lentement. Donc ça veut dire que finalement, ça vous fera moins mal si vous êtes sur Mars de prendre une boule de pétanque de 2 mètres que si vous êtes sur Terre, parce que la boule sur Mars va descendre plus lentement, alors que sur la Terre, elle descendra donc plus rapidement, par comparaison. Je vous laisse faire poser copier. Donc, conservation de l'énergie mécanique. Si un objet ne subit pas de frottement, alors son énergie mécanique est conservée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si mon énergie mécanique vaut 150 joules à un moment donné, elle vaudra toujours 150 joules, quel que soit le moment. Donc, c'est bien, attention, c'est bien l'énergie mécanique. Ça veut dire que sa valeur est conservée, mais ça ne veut pas dire que EC et EP gardent la même valeur. Ça veut dire que, par exemple, je peux avoir au départ EP qui va valoir 150 et EC 0, et puis à la fin, il n'y aura plus d'énergie de position lorsqu'il sera arrivé au niveau du sol, son énergie de position vaudra 0, mais l'énergie cinétique vaudra 150. Donc il faut bien faire la part des choses. Votre énergie mécanique peut être conservée, mais ça ne veut pas dire que EC et EP gardent leur même valeur. Je vous laisse reposer et copier. Alors là, par exemple, c'est un petit graphique, vous essayerez de le reproduire grosso modo, ou alors vous faites un screenshot et vous l'imprimez, qui représente le cas d'une chute libre sans frottement. Donc là, on part avec 100 vitesse initiale. Si on est sur Terre, en gros, ça représente une chute de 300 mètres. Donc là, on voit qu'on part sur le cas idéal, sans frottement. L'énergie mécanique est représentée en bleu vaut tout le temps à peu près, on va dire, 3000. Alors que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle ou énergie de position varient. Donc on voit qu'en vert, c'est l'énergie de position, en rouge, c'est l'énergie cinétique. Si on s'amusait à faire la somme à chaque fois pour une abscisse donnée de la rouge et la verte, on retrouverait bien la valeur de la bleue, 3000. Mais on voit bien que ça varie. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? On prend typiquement le gars qui saute d'un avion de 300 mètres d'altitude. Il tombe, au début sa vitesse est nulle, et puis au fur et à mesure de sa chute, sa vitesse augmente. Donc c'est logique que son énergie cinétique augmente. Par contre, comme il perd de l'altitude, son énergie de position, elle diminue. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est l'énergie de position qui se transforme en énergie de vitesse, énergie cinétique. Donc je vous laisse faire un screenshot imprimé, ou alors vous me refaites rapidement le graphique pour avoir au moins les formes des courbes. Je passe à la suite. Donc, lors de la chute, c'est ce que je disais, l'énergie de position diminue car elle perd de l'altitude. L'énergie de position se transforme en énergie cinétique, on prend de la vitesse. La somme des deux est constante, c'est l'énergie mécanique. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est juste on l'écrit. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cas idéal. Dans la réalité, on ne peut pas négliger les frottements, ça serait complètement faux et débile, en fait, si on regarde un petit peu les cas. Dans le cas d'une chute libre, bien sûr. En fait, 99% de votre énergie serait dissipée par le frottement de l'air sous forme de chaleur. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, votre énergie mécanique, elle n'est pas du tout constante dans la réalité. Elle est complètement en train de diminuer dû au fait que vous perdez de la vitesse, de l'énergie, pardon. Concrètement, c'est dû à quoi? Vous tombez. Quand vous sortez votre main de la voiture, vous sentez bien que l'air résiste à vous. Donc quand vous êtes en chute libre, c'est pareil. Il va arriver un moment où la force qui va être exercée par l'air, qui donc s'oppose à votre mouvement, va faire en sorte que votre vitesse va devenir constante. On ne peut pas atteindre une vitesse infinie en chute libre,
Ce qui serait le cas, pardon, si on considère le cas sans frottement, c'est-à-dire que la vitesse, elle augmente de manière infinie, quoi. Or, quand vous êtes en chute libre, vous atteignez à peu près une vitesse de 200 km/h si vous tenez à l'horizontale, et puis en piqué, vous arriverez jusqu'à 350. Mais après, vous ne pouvez pas dépasser cette vitesse parce que l'air vous ralentit trop. Et donc, toute votre énergie de position, au lieu d'être transformée en énergie cinétique, à ce moment-là, elle se retransforme en énergie thermique, même si vous ne sentez pas de la chaleur autour de vous, hein, c'est pas suffisant pour faire chauffer l'air, et puis de toute façon, vous allez trop vite. Et donc, votre énergie mécanique n'est plus conservée. Je vous laisse faire pause et copier. Donc là, c'était la fin de la vidéo. Donc je félicite tous ceux qui m'ont rendu le travail sur l'énergie mécanique. Par contre, je tiens à dire que ça reste quand même globalement, j'ai moins de 50% des élèves qui m'ont rendu le travail. Je vous rappelle que vous êtes en troisième, ce n'est pas des vacances, le confinement, d'accord? Vous êtes censé faire le travail, y compris chez vous. Donc je trouve ça anormal que j'ai eu si peu de retours. Je ne vais pas pénaliser les élèves qui l'ont rendu vu qu'il y a une note. Donc la note, elle est coefficient 2, mais elle ne comptera seulement que pour améliorer votre moyenne. Alors pour l'instant, vu qu'il n'y a qu'une seule note, c'est votre moyenne forcément. Et quand il y aura d'autres notes, ça sera modifié. Donc j'aimerais bien que tous les élèves jouent le jeu quand je vous donne du travail, parce que là, je vais vous redonner bientôt une activité bien plus compliquée. Et il va falloir se bouger un peu les fesses, les jeunes, hein. Donc voilà, vous avez dû recevoir un test sur Kahoot à faire après avoir fait cette vidéo et appris le cours. Donc il faudra... Pardon, c'est mon chien. Il faudra regarder la vidéo tuto sur Kahoot qui est sur la chaîne. Et puis après, aller sur le site Kahoot pour faire l'évaluation. C'est une sorte de QCM interactif qui est plutôt sympathique, entre guillemets. C'est que des questions de cours. Donc, si vous apprenez bien votre cours, vous n'avez pas de souci. Si vous êtes déconnecté et qu'il y a un bug lors de votre test, vous le relancez en changeant votre pseudo. Et puis, vous ne mettez pas des pseudos bizarres, vous mettez votre prénom. S'il n'est pas accepté, vous le modifiez un tout petit peu parce qu'il peut y avoir des problèmes sur les pseudos. Et puis, voilà, en cas de problème, vous pouvez me contacter par Pronote ou par mail. Voilà, bonne journée à tous.